Bonjour à vous toutes et à vous tous, heureux de vous accueillir dans le cadre du club Ville de demain et plus précisément de Villes. Nous sommes ce matin dans l'endroit les plus ensoleillés de France. Bien sûr, nous sommes à Roubaix et je vous rassure, en province, il pleut, c'est normal. On redécouvre les joies du Nord avec les talents. Ce matin, nous sommes avec un être talent, un entrepreneur urbain, Guillaume Delbar. On évoquera le sujet effectivement de la ville tout à l'heure. Je tenais donc à le remercier et surtout remercier particulièrement celui qui a été un petit peu à la cheville ouvrière de ce débat que nous allons avoir, c'est-à-dire Henri François Caudrelier, qui est le directeur de cabinet, je dirais, du maire de Roubaix. Et on reconnaît toujours l'excellence d'une mairie lorsqu'elle a un directeur de cabinet de cette nature. Premier élément, monsieur le maire, vous avez fait un très bon choix, on peut vous le certifier. Alors, à votre souhait, demande, on va, c'est qui est exceptionnel, se présenter les uns les autres. Alors, on va commencer, je vais donc vous citer les uns les autres pour que vous, très rapidement, et évoquer le territoire où vous êtes, parce que vous êtes ce matin présent, monsieur le maire, cher Guillaume, même à Nairobi, mais ça, vous l'avez entendu tout à l'heure. Alors, on commence par Pascal Boulanger. Bonjour, Pascal Boulanger, je suis le nouveau président national de la Fédération des promoteurs. Merci, et vous êtes bien sûr au Luxembourg. Non, moi je suis à 10 km de Guillaume, je suis à Lille, Mais et bien la sûr. fédération, le siège est à Paris, rue de l'Université, mais là je suis de mes bureaux professionnels lillois. Voilà, c'était pour vous taquiner. Alors, après ça, Joël Alain. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, Joël Alain, je suis maire adjoint à Bourges et je suis délégué aux finances, aux ressources humaines et aux affaires générales. Et je représente ici Yann Gallu, notre maire. Merci à vous, Joël. Henri, Henri Schwartz. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Henri Schwartz, juriste et urbaniste spécialisé en santé environnementale et je réside à proximité de Roubaix puisque je suis à M. Merci. Alors, Rémi. J'avais Rémi. coupé mon micro. Rémi Cambeau, donc rédacteur en chef de Cadre de Ville. J'aurai la lourde tâche de pointer les faits saillants que vous aurez évoqués, monsieur le maire, dans votre démarche et vos projets. Voilà. Et bien sûr, Rémi nous fait l'honneur, l'amitié, je dirais certes, la synthèse aussi brillante, mais en même temps, un article sortira Oui, dans bien la sûr. revue Cadre de Ville dès le lendemain. Demain matin, en diffusant le replay de l'émission. Super, merci. Sophie. Alors, donc, Sophie Le Guyadet, donc moi je suis la déléguée générale du fonds Indara. Je ne sais pas si j'en profite, Loïc, pour dire quelques mots sur Tout le à fonds. l'heure. Voilà, ok, je raccroche. Parfait, super. Alors, Henri François, on vous présente pas. Vous êtes nommé, tout le monde, vous êtes bien connu. Alors, Pascal Fruquet. Bonjour, depuis Pau, puisque je fais une thèse en sciences de gestion sous la direction de professeurs à l'IAE de Pau-Bayonne et puis également de la chaire ETI à l'IAE Paris-Sorbonne sur les villes et territoires intelligents et la co-création de valeur dans les territoires avec un financement qui a été possible grâce au fonds de dotation Indara. Merci. Éline. Voilà, avec le camarade. Donc, je suis Eline Fab, je suis à l'ONU Habitat au Kenya, au programme des espaces publics où je gère un programme sur la planification urbaine participative, notamment avec les femmes et les filles dans les quartiers en difficulté. Voilà. Merci. Éline a été une collaboratrice du CEPES il y a quelques années et une jeune femme de talent qui, comme son prénom l'indique, bien sûr, est d'origine suédoise. Allez, Catherine. Bonjour, Catherine Gabet, donc je suis directrice adjointe du contrôle du spectre à l'Agence nationale des fréquences. Ça paraît très abscon comme titre. C'est l'agence nationale qui gère les fréquences radio pour toutes les activités et donc je dirais toutes les activités humaines et étatiques finalement, que ça aille des opérateurs mobiles jusqu'à la police, la gendarmerie, les pompiers, l'aviation civile, la météo. Voilà, et moi je m'occupe plutôt de protéger ces fréquences contre les brouillages, traiter les brouillages pour permettre la disponibilité des services. Donc c'est un peu comme
de la cyber, puisque un brouillage atteint la disponibilité de ceux qui utilisent les fréquences, mais c'est moins connu et c'est tout aussi utile pour l'attractivité des territoires aussi, pour garder la disponibilité de vos réseaux mobiles notamment et de toutes vos activités aussi de villes connectées qui utilisent ces fréquences. Voilà, j'ai été très longue, hein, désolée, hein. Non, Mais j'ai non, non, essayé non, non. d'expliquer parce que c'est un domaine un peu particulier. Rassure-toi, tu n'as Voilà. pas brouillé le spectre. Alors le Xavier, spectre est là, hein. Voilà, par le exemple. spectre à l'âge, on est d'accord. Voilà. Xavier Debache. Bonjour, Xavier Debache. Donc moi je dirige la société Airweb, qui est une société spécialisée dans la digitalisation des services de mobilité pour les collectivités. Super, merci. Godefroy. Bonjour à tous, Godefroy Vugissic, donc directeur général de Pictanovo Images en Hauts-de-France, qui est le pôle d'excellence régional des Hauts-de-France, dont Guillaume Delbar est en plus d'être vice-président en charge de la politique de la ville à la région Hauts-de-France, le président. Merci. Alors après ça, nous avons des iPhones, mais je ne vois pas quels sont les noms. Ça fait que nous allons rentrer directement dans notre débat. Alors, très grand plaisir de vous accueillir, monsieur le maire, cher Guillaume, pour évoquer avec vous ce parcours urbain que vous développez. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les premiers chiffres, ça donne le vertige. D'abord, vous avez cet avantage et cet inconvénient d'être coincé. Coincé entre Tourcoing et Lille, donc pas évident la posture. Deuxième élément, un habitant sur deux a moins de 30 ans, donc challenge à relever, et avec un niveau de chômage qui certes diminue, mais qui reste néanmoins très élevé, et puis le poids de l'héritage. Et cependant, vous incarnez modernité en ayant transformé Roubaix en ville-projet, une ville en action avec un maire entrepreneur. Donc c'est une très très grande joie de vous accueillir sur le thème comment relever le défi de l'attractivité et du dynamisme à visage humain, Roubaix ville-projet. Alors avant de vous laisser la parole, nous allons demander à Sophie de dire effectivement ce qu'elle est. Oui, voilà, non, juste quelques mots. Alors, c'est pas tant moi que Bien sûr. l'organisation que je représente, il faut être très humble. Donc voilà, je suis ravie d'être à vos côtés, monsieur le maire, et bonjour à tous, voilà, pour cette matinale à Roubaix. Et j'excuse voilà, Jean-Paul Mazoyer, qui est le président du fonds Indara. Alors, en quelques mots, juste pourquoi Indara, en fait, s'est positionné en partenaire fondateur de ce beau projet Tour des villes porté par le CEPS et le Club Ville de demain. En fait, je pense qu'on partage avant tout une même conviction sur le rôle moteur et essentiel qu'ont les territoires pour imaginer et construire finalement les solutions face aux enjeux de notre société. Le fonds Indara, en fait, porte en effet un projet d'intérêt général au service des transformations des territoires et de toutes les nouvelles formes de développement. Donc, on met en œuvre pour ça, en fait, toute une programmation qui s'adresse à tout type d'acteurs sous forme d'études, d'échanges, de laboratoires d'idées, de projets d'innovation sociétale et d'expérimentation, on va dire projet pilote, sur un territoire spécifique qui se trouve dans le sud-ouest et qui est assez caractéristique des villes moyennes. On est sur toutes les dimensions qui croisent homme, territoire et numérique. Et c'est pour ça aussi que voilà, je me suis permise de faire cette mise en relation entre la ville de Roubaix et le travail doctoral qu'on soutient et que Pascal a présenté rapidement tout à l'heure sur ville intelligente, territoire intelligent et co-création de valeurs locales, parce que voilà, je pense qu'il y a de fortes dynamiques qui ont été portées par votre ville qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est dans le sud-ouest, voilà, dans ce territoire un peu caractéristique, notamment du Pays Basque, qu'a été lancé le fonds Indara par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, et on fédère aujourd'hui un certain nombre de mécènes et différents acteurs autour de cette ambition. Et c'est vrai que par rapport à toutes les dynamiques qu'on peut porter sur des espaces d'expression, d'échange et de laboratoires d'idées multi-acteurs qui sont essentiels pour avancer aujourd'hui, ça nous paraissait vraiment évident d'être aux côtés du CSPES pour pouvoir justement accompagner ce projet et le diffuser largement, et à l'image de cadres de ville auprès de son réseau professionnel sur le volet de l'urbanisme. Nous également, on accompagne aussi la diffusion de l'ensemble des matinales qui sont faites avec le CEPS et toutes les propositions qui en découleront auprès d'un maximum d'acteurs pour ouvrir un peu le spectre et le champ des possibles. Donc vraiment ravi d'être à vos côtés ce matin et d'écouter l'ensemble de ces échanges.
Merci Sophie. Vous l'avez compris, Guillaume, vous êtes écouté de différents coins de France et à l'étranger, et vous avez des personnes qui sont venues écouter les bonnes recettes que vous développez, car vous êtes en train de faire de Roubaix une ville qui émerge. Comme je le soulignais, pas évident d'être coincé entre l'île et Tourcoing, et pas évident lorsqu'on a un taux de jeunesse et un taux de chômage de cette nature. Et vous allez nous surprendre parce que vous êtes un homme recette et on est là pour écouter les recettes. Alors on passe tout de suite à la première question. Alors, la première question, quels sont les atouts de la ville de Roubaix, indépendamment de ce que quels sont ses handicaps qu'il faut surmonter pour relever le défi de l'attractivité et de la jeunesse, comme ça a été souligné, et comment mettre en œuvre une dynamique d'avenir cohérente et créatrice de valeur. Merci à vous, Guillaume. Vaste programme, pour commencer. D'abord, merci d'avoir fait ce tour du cadran et un tour à la fois de proximité avec Pascal Boulanger ou un voisin et moi, mais un tour aussi qui passe par des coins que je n'avais pas identifiés comme étant présents aujourd'hui. Bonjour à notre ami Nairobi. Un petit clin d'œil à Godefroy, le directeur général de Pictanovo, parce que si on est ensemble ce matin, c'est notamment grâce à lui. Il est membre fidèle du réseau et il a cru bon, il a bien fait de nous mettre en relation. Donc, merci à lui. On reparlera tout à l'heure sans doute du pôle image et de ce qui est développé. Ça fait partie des dynamiques locales qui sont développées. Vous l'avez dit, on est une ville… Alors, premièrement, géographiquement, on ne se sent pas du tout coincé. Pas du tout coincé entre Lille et Tourcoing. On est dans le cadre d'une métropole qui est assez spécifique parce qu'elle est multipolaire. Je pense que les leçons de géographie il y a quelques dizaines d'années parlaient de l'île Roubaix-Tourcoing comme une conurbation. C'est ce qu'on reste fondamentalement avec des dynamiques importantes et une spécificité par rapport à beaucoup d'autres métropoles, puisque vous le savez sans doute, la ville-centre Lille fait un peu plus de 200 000 habitants et derrière on a tout un réseau de villes importants avec Tourcoing. Une année ils sont devant nous en termes de population. La suivante, on leur passe devant, on est un peu moins de 100 000 habitants, avec des enjeux importants, vous l'avez dit. Les handicaps, les difficultés, vous en avez parlé, avec un taux de pauvreté important, un taux de chômage important, des enjeux patrimoniaux qui sont à la fois des atouts, mais aussi, je le disais avant qu'on commence, qui nous obligent aussi à innover. Et pour moi, le défi de l'attractivité, ce n'est pas un défi qu'il faut relever en soi, parce que l'attractivité, pour moi, elle a la particularité de découler de politiques réussies et d'expérimentation. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce qu'a dit Sophie en termes d'expérimentation, parce que c'est notre culture, c'est ma culture personnelle, puisque je viens du monde Internet. J'ai la particularité d'avoir travaillé avant uniquement dans le net. Ce qui est un peu original pour un maire d'une ville de quasiment 100 000 habitants, mais ce qui me donne une culture qui aujourd'hui est assez utile, une culture de l'expérimentation, une culture du pragmatisme, très loin des logiques administratives habituelles que je continue à essayer d'ignorer dans la mesure du possible, ignorer pour prendre des initiatives, ignorer pour mettre des dynamiques nouvelles en place. On aura l'occasion d'en parler, à la fois des choses qui sont très concrètes pour les habitants, comme le zéro déchet, où on a été la première ville en France à se lancer dans cette aventure-là. Et aujourd'hui, on développe pas mal de projets autour de l'économie circulaire. On a la particularité, vous l'avez dit, d'être une ville jeune, avec l'atout du dynamisme et puis la nécessité aussi de former tout le monde. Et je voudrais peut-être aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est un élément structurant pour moi. On a la particularité, sans doute assez unique pour une ville de notre taille, d'avoir vu naître un nombre incroyable d'aventures entrepreneuriales. Alors évidemment, tout le monde connaît, on doit être à 95% de notoriété spontanée, la Redoute à Roubaix, Damar, Camailleux. C'est bien connu. On sait peut-être un peu moins qu'on est la ville qui a vu naître le groupe Auchan, excusez du peu, dans le quartier des Auchan, et plus récemment des pépites
de la French Tech comme OVH, qui est parti d'un recoin de la ville, juste à la limite extérieure de la zone franche, comme quoi, quand on doit réussir et quand on a les capacités de réussir, on n'a pas forcément besoin des aides publiques, ou dans le domaine qu'on évoquait tout à l'heure avec Godefroy, Ankama, qui est l'éditeur de jeux Dofus et qui est à la tête et qui a été le vaisseau amiral d'une dynamique sur un quartier qui est à cheval entre Roubaix et Tourcoing, et qui s'appelle Pleine Image, et où il y a déjà 1800 personnes qui travaillent, et où il y a par exemple les studios les plus modernes en termes de réalité virtuelle, et tous ces projets qui font la particularité de la ville. Alors, un de mes prédécesseurs disait que Roubaix, c'est à la fois le Bronx et la 5e avenue. Et c'est vrai qu'on peut soit faire une présentation qui fait peur, vous avez commencé à le dire, mais moi j'ai tendance à prendre les difficultés comme des atouts et comme des nécessités pour innover et changer les méthodes. C'est ce qu'on essaie de faire résolument, mais modestement, parce que pour le coup, l'ampleur de la tâche est importante. Le jeune maire que j'étais en 2014, ce qu'il entendait le plus, c'est bon courage, monsieur le maire, vous en avez au moins pour 3 mandats. Alors, j'ai eu l'habitude de dire, bon, les mandats, déjà, on les fait un par un. On va essayer et c'est ce qu'on a fait sur le premier mandat. Si je devais résumer, ça vous donne peut-être bien l'état d'esprit, c'est pas mal pour commencer ça. Moi, je m'étais dit, on aura réussi le mandat si on a réussi à relancer la ville, à reprendre en main son destin. On parlera de centre-ville et d'animation. Ça faisait partie aussi nos petites victoires. Et quand je dis reprendre son destin en main, ça veut dire ne pas justement être coincé par un développement métropolitain qui pourrait nous échapper, ne pas non plus continuer à être enfermé dans quelque chose qui était totalement mortifère, puisqu'on s'était laissé enfermer dans la ville la plus pauvre de France. Merci de ne pas l'avoir dit en introduction. Ça veut peut-être dire qu'on a fait suffisamment d'efforts et donner des occasions pour réussir à faire parler des initiatives nouvelles plutôt que des difficultés. Non pas que je veuille cacher les difficultés, mais vous avez compris que je n'étais pas dans une posture victimaire et bien plus dans un volontarisme et dans une envie de transformer les choses. Dernier point, on a parlé de jeunesse, on a parlé de difficultés d'accès à l'emploi. Ça nous oblige à développer des modèles nouveaux, on y reviendra, notamment l'insertion par le sport, qui permet d'aller chercher des jeunes dans les clubs de sport et d'en faire de très bons professionnels. Et si je veux être complet quand je parle de jeunesse, je voudrais aussi insister sur une dynamique qui est importante pour nous, c'est la dynamique étudiante, puisqu'on est une ville avec plus de 10 000 étudiants. Alors, ça va de l'EDEC qui a rejoint Roubaix il y a quelques années, en passant par une école mondialement connue qui s'appelle Lancet et qui forme les meilleurs ingénieurs textiles. On reparlera sans doute tout à l'heure aussi du renouveau du textile et du Made in France, avec une capacité à attirer de plus en plus d'étudiants, notamment dans un quartier dédié, qui est un campus autour de la gare, qui fait le lien entre deux quartiers en rénovation urbaine. La rénovation urbaine, c'est aussi un des grands enjeux dont on reparlera tout à l'heure. Et on se reconnaît vraiment à 200% dans le travail qui est fait autour des villes intelligentes. J'ai l'occasion de discuter régulièrement avec Carlos Moreno, qui dirige cette chaire totalement passionnante sur les villes intelligentes. Et j'avoue que c'est une source d'inspiration parce qu'il a la capacité à remettre en perspective ce qu'on fait localement, à nous donner des exemples de dynamique à l'international. Nous, on a décidé de se positionner dans la logique du zéro déchet sur la notion de ville circulaire. On en reparlera peut-être, mais l'idée, c'est que la manière de construire la ville pendant un moment, pendant quelques décennies sans doute même, on s'est dit que pour construire la ville nouvelle, il fallait détruire la ville ancienne. On est évidemment maintenant à l'opposé de tout ça, et on a quelques exemples assez éloquents. Le plus
connu, c'est le musée de la piscine, qui est dans une ancienne piscine art déco et qui fait plus de 300 000 visiteurs par an. Je pourrais multiplier les exemples comme ça. Pour pas faire un trop long monologue, je crois avoir déjà planté le décor d'un certain nombre de dynamiques. Je dirais en conclusion que l'idée, c'est à la fois d'assumer l'héritage, assumer l'histoire de cette ville qui est assez importante, mais aussi de retrouver l'esprit pionnier. J'ai parlé de la capacité d'entreprendre qui fait partie des grands marqueurs de l'histoire de la ville, et aussi une capacité d'être une ville pionnière, puisque on parlera sans doute de logement tout à l'heure. On est la ville qui a inventé le 1% logement et ce qu'on appelait à l'époque les habitations bon marché, qui sont devenues des habitations à loyer modéré, donc une capacité d'innover qu'on a essayé modestement avec des expérimentations comme celle des maisons à 1 euro avec travaux, dont on s'est inspiré de l'expérience de Liverpool, qui a une histoire assez comparable à la nôtre. Voilà un peu en quelques minutes, quelques grands axes. Vous avez compris que ma logique, on y reviendra, c'est d'essayer de mettre un maximum de dynamiques nouvelles et trouver à chaque fois les bons opérateurs et le bon système pour essayer de changer la donne dans une ville passionnante. Merci Guillaume. Ceci amène à un certain nombre de questions. La première, celle qui fâche, le taux de chômage. Pourquoi un tel niveau de chômage? Est-ce que c'est le passé ou est-ce que c'est un avenir qui est un peu bloqué? Ça pose une seconde question. Quelles sont vos relations avec le monde de l'entreprise? Vous parliez effectivement d'Auchan. Est-ce que vous avez établi une véritable dynamique avec les entrepreneurs qui sont sur place? Est-ce qu'ils vous accompagnent dans cette démarche? Et si vous aviez à définir, est-ce que vous êtes à la recherche ou à la création de pôles d'excellence industrielle? Et dans cette sélection, est-ce que vous les avez ciblés? Est-ce que vous avez l'intention de devenir la high-tech sur certains segments, dans le tissu ou autre? Quelles sont vos orientations? Et la troisième question, c'est sur l'avenir, c'est sur la jeunesse. Est-ce que la jeunesse n'a pas tendance à vouloir se réfugier ou aller vers Lille ou Paris? Si, il y a une tendance, je vais prendre la dernière question. Oui, il y a une tendance évidente. Quand vous avez des grandes écoles, il est évident que pour le coup, il y a tout un tas de gens dont le destin est de voyager au-delà même de Lille ou Paris, un peu partout dans le monde. C'est le cas à l'EDEC, c'est le cas dans l'école, dans l'ANCET, l'école des ingénieurs textiles qui vont après un peu partout dans le monde. Mais pour le coup, sur le taux de chômage, oui, c'est le fruit de l'histoire. La particularité de cette ville, c'est qu'elle a plus de 40 000 emplois. Mais évidemment, il n'y a pas une adéquation entre… Donc 40 000 emplois, ça voudrait dire que si chaque Roubaisien était dans un emploi dans la ville de Roubaix, on pourrait avoir un taux de chômage nul. Évidemment, vous l'avez compris, ce n'est pas le cas. On a un vrai travail de formation à faire, notamment au niveau des jeunes. C'est pour ça qu'on a lancé beaucoup de dynamique autour du digital, ce qui nous permettra de répondre aussi à votre question sur le monde économique. Le monde économique, pour le coup, moi, j'ai toujours pensé, depuis le premier jour où je me suis investi dans cette ville, qu'on réussissait et qu'on ne réussirait pas seul. Et c'est pour ça que je vous ai cité quelques-unes des plus emblématiques enseignes, marques. J'ai oublié… J'en ai forcément oublié, mais c'est vrai que ça a été une de mes priorités de dire au monde économique qu'on était une ville ouverte, qu'on était une ville à l'écoute, qu'on était une ville capable non seulement de permettre aux entreprises comme OVH, qui sont dans des compétitions mondiales avec Amazon ou Google, de se développer à la vitesse de l'économie et non pas à la vitesse de l'administration. Ça, c'est un élément majeur. Je vous avoue que notamment par rapport aux acteurs du monde Internet et des industries créatives, c'est d'autant plus facile pour moi que je suis issu de ce monde-là. Donc, je comprends bien la logique. Quand je suis arrivé à la métropole comme vice-président à l'innovation au mandat précédent, j'ai résumé un peu ça de manière assez brutale en disant que ce n'est pas la peine de parler de French Tech si on n'est pas capable de répondre sur notre territoire aux enjeux de développement d'OVH.
parce que pour le coup, je pense qu'il y a deux grandes postures côté administration. Il y a soit une administration qui est là pour vous expliquer que tout est difficile, tout est long et que ce sera sans doute pas possible de faire ce que vous voulez. Et puis, il y a une administration qui se met en mode facilitateur, qui a envie de porter les projets, qui sont partenaires, coproducteurs. Et là, c'est le plus intéressant pour tout le monde. Donc, les dynamiques éco, elles sont centrales, à la fois, comme je le disais, pour permettre aux acteurs de se développer. J'étais encore il y a une dizaine de jours chez Camailleux, qui a été repris par Michel Ohaillon et la foncière immobilière de Bordeaux, et qui est en train de monter un groupe très très important. Et donc l'idée, c'était de voir comment on pouvait les aider à se développer sur leur site. Je précise que c'était pas gagné d'avance, parce qu'il y a un peu moins d'1 an, Camailleux était au bord du gouffre, mais ça prouve encore une fois encore la capacité de résilience des acteurs de cette ville. Je le dis d'autant plus que quand je suis arrivé en 2014, la Redoute était aussi très mal, et qu'elle est aujourd'hui repartie de plus belle, et qu'elle s'est mise à embaucher avec 2 ou 3 années d'avance. Et pour le coup, donc pour répondre à votre question, vous avez compris à travers ces différents exemples, je pourrais les multiplier, que pour moi, le développement économique est un élément majeur de la réussite de notre ville, et l'implication des acteurs dans les dynamiques locales. Je vous prends 2 exemples. J'étais mardi ou mercredi dernier avec Octave Klaba et Anthony Roux, donc les créateurs de OVH et Ankama. Et l'idée, c'était à la fois de les remercier de leur engagement très concret, parce que par exemple, Anthony Roux a décidé il y a quelques mois, au cœur de la crise sanitaire, de faire un don pour les personnels du centre hospitalier. Et donc, il y avait plusieurs manières de faire. Et moi, j'avoue l'avoir orienté vers un don qui permettait de distribuer des bons d'achat dans les commerces locaux. Je le dis parce que, évidemment, si on avait fait une proposition plus ouverte, et que ça permettait de commander chez Amazon ou de s'abonner à Netflix, ce n'était pas le même impact pour l'économie locale. Et voilà aussi l'une des particularités de ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'on veut réfléchir vraiment à ces boucles de circuits courts, à ces logiques d'économie circulaire. On doit être l'une des seules villes en France à avoir des mineurs urbains, qui est un clin d'œil à l'histoire du bassin minier dont on est géographiquement proche, mais qui est surtout une capacité d'aller chercher des gisements de matière et de valeur dans les entreprises pour créer des boucles circulaires. Je pense que c'est en se positionnant à la fois sur le digital, sur le circulaire. On a évoqué aussi le textile, qui connaît un véritable renouveau. C'est un autre exemple de la méthode qui est la nôtre, puisque au moment où on s'est tous retrouvés au dépourvu et où on n'avait pas de masque, il y avait plusieurs manières de faire. Il y avait la manière traditionnelle, qui était de commander des masques en essayant de les payer le moins cher possible, et en attendant sur le tarmac pendant quelques jours que ce soit livré. Vous avez compris à travers la manière dont je vous présente les choses que ça n'a pas été notre choix, puisque nous, on a, avec la dynamique nationale de résilience, décidé de monter un atelier. Donc, c'est un atelier qui est quasiment parti de zéro, et où on a réinstallé jusqu'à 200 personnes, ce qui nous a permis en quelques semaines de non seulement refaire un clin d'œil assez fort à notre histoire textile. Ça avait beaucoup de valeur dans une ville qui a l'histoire textile de Roubaix, mais sans doute d'accélérer aussi les tendances de relocalisation. Aujourd'hui, certes, on produit moins de masques, mais il y a encore 130 personnes dans cet atelier qui ont trouvé des débouchés. Le groupe Decathlon fait partie des grands clients, et on y développe pas mal de produits innovants, à la fois des créations, mais aussi du recyclage et ce qu'on appelle l'upcycling, en réutilisant des
des invendus. Donc, voilà quelques exemples. On le fait, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, dans un lieu assez emblématique qui est une ancienne usine où la marque Fildar a décidé de se relocaliser, où on crée un atelier intégrant les dernières innovations dans le textile de production à la demande et aussi une école de production. Vous voyez que quand je commence à parler d'économie, il vaut mieux m'arrêter parce que sinon, je ne vais pas respecter votre timing. Mais c'est peut-être la meilleure réponse en illustrant à travers quelques exemples concrets la manière de faire. Parce que pour revenir à cette idée de masque, vous voyez bien que le chèque, entre guillemets, que je fais de plus de 300 000 euros pour recréer une industrie locale, il n'a pas la même portée que si j'avais commandé des masques à l'étranger, parce que c'est un élément de redynamisation, c'est un élément de fierté aussi, de très belles histoires humaines, avec des anciennes ouvrières du textile qui ont été les premières à proposer leurs services, avec des histoires humaines juste incroyables, puisque la première personne qui a répondu à mon appel quand on a eu besoin de main-d'œuvre qualifiée, c'était une dame qui avait vu sa machine à coudre vendue aux enchères devant elle en 2005. Donc, vous voyez bien que c'est un élément important et que pour le coup, on est aussi au cœur d'un très beau sujet autour du Made in France et aussi de la relocalisation. Je le dis d'autant plus que j'y crois depuis 10 ans et que la crise est vraiment une opportunité d'accélérer ces tendances-là. Écoutez, les faits parlent pour vous. Avant de passer à la seconde question, vous disiez que vous étiez une ville à l'écoute. Très bien. Quelle est la nature de vos relations, par exemple, avec ces deux villes qui sont Lille et Tourcoing? Première question. Et puis, vos relations dans vos partenariats de villes avec des villes européennes. Vous avez rebattu les cartes et vous êtes orienté vers quoi comme partenariat? Alors, avec Tourcoing, on a décidé de mettre fin à une guerre de beffroi ou de clocher version métropole de Lille. D'abord en disant que Roubaix plus Tourcoing était égal à peu près en poids à Lille, en poids de population. Donc pour mieux influer sur les politiques métropolitaines. Ça a été d'autant plus facile qu'on a, avec Gérald Darmanin, fait basculer politiquement les villes en même temps et que pour le coup, on s'entend assez bien pour avoir inventé une nouvelle forme de collaboration, dont des conseils municipaux communs, où tout le monde nous a regardé un peu bizarrement quand on a voulu faire ça, mais en disant ça n'a aucune existence légale. Mais pour le coup, ça a permis de lancer des dynamiques, une dynamique notamment qui n'était pas gagnée d'avance, qui était de retrouver de nouvelles lignes de tramway, de conforter le développement du pôle pleine image qui est à cheval entre nos deux villes. Donc avec Tourcoing, on est vraiment dans cette logique-là. On est dans une logique aussi d'échange de bonnes pratiques, parce qu'on peut benchmarker à l'échelle mondiale, mais c'est pas mal des fois déjà de regarder ce que son voisin fait. Donc on échange régulièrement. Avec Lille, c'est plus aléatoire. C'est plus humainement, c'est pas la même histoire. C'est plus compliqué. Je vous en dirai pas forcément plus. Encore que sur le fond, vous avez compris qu'on n'avait pas forcément la même histoire et le même ADN politique avec la maire de Lille. Non, je taquine. Ça n'avait échappé à personne. C'est clair. Encore que sur le fond, souvent, quand on parle de rénovation urbaine, de logement, on n'a pas vraiment de différence, mais pour le coup, on a sans doute un peu moins d'atomes crochus. Disons que les réactions sont un peu plus aléatoires. Et pour le coup, sur la deuxième partie de votre question, ça fait partie des choses qu'on n'a pas... Les collaborations européennes, ça fait partie des choses qu'on a insuffisamment faites pendant le premier mandat, parce qu'on a été focalisé sur pas mal d'enjeux pour préparer la rénovation urbaine, un projet partenarial d'aménagement qui est aussi structurant. Donc, on a été assez tourné sur
sur nos projets. Et moi, je souhaite, au deuxième mandat, on a commencé à le faire sur des projets autour de l'économie circulaire que je commençais à citer tout à l'heure, qu'on s'ouvre à ces partenariats, qu'on transforme notamment nos jumelages historiques et un peu folkloriques en vrais partenariats économiques. C'est d'autant plus simple qu'on a une histoire commune avec pas mal de villes jumelées autour d'anciennes villes lainières et textiles. Donc ça fait partie des axes d'amélioration, mais c'est aussi une capacité que je veux développer de profiter de la diversité d'origine des populations de la ville pour essayer d'en faire des points d'appui sur des modes de coopération à l'international, en utilisant la capacité à faire le lien des populations et en utilisant notamment la diversité des origines pour en faire un atout. Alors c'est naissant, mais ça se concrétisera par quelques voyages apprenants, quelques échanges et quelques projets, parce que pour le coup, vous avez compris que je croyais beaucoup plus aux dynamiques de projets qu'aux grands plans qui sont obsolètes quand on a fini de les écrire. Absolument. Alors, Guillaume, nous passons à la seconde question, le cœur du sujet. Alors, quelle est votre mission pour la ville de Roubaix? Jusqu'où aller dans cette ambition? Donc, le projet, mais est-ce qu'il y a, comment dire, un grand fil conducteur? Comment relever le défi de l'attractivité et attirer des acteurs économiques et industriels? On l'a en partie souligné. Comment les mobiliser et en faire des alliés? Et autour de quelles priorités et avec quelle marge de manœuvre compte tenu? Et là, on aborde le millefeuille politico-administratif. Comment vous en sortez? Est-ce que vous avez des recettes à nous donner? Car c'est effectivement bien souvent quelque chose qui est pénalisant. Et puis, finalement, quels actes? Qualité de vie, proximité, activité économique, travail à distance, sachant qu'effectivement, vous avez des interfaces entre zones rurales et métropolitaines, connexion numérique, accès aux services publics, bref. Vous souhaitez, dans ce second mandat, aller jusqu'où? J'allais dire, pas seulement par goût du défi, aller le plus loin possible. Vous avez compris que dans le premier mandat, on avait lancé pas mal de dynamiques nouvelles. Je pense que le deuxième mandat, ce sera un mandat de changement d'échelle, de concrétisation des dynamiques. On voit qu'on a réussi, et c'est important pour l'attractivité, à créer la confiance avec les acteurs économiques et industriels. Et je peux l'illustrer par quelques exemples. Dans les petites victoires et marqueurs du début de mandat, on a réussi à gagner une compétition contre Barcelone, ce qui, je dirais pas, j'avais l'habitude de dire ce qui, en termes de résultats footballistiques, nous rendait particulier, parce que c'est pas, même après quelques semaines de titres de champion de France du LOSC, Barcelone, ça reste un marqueur. Et au-delà de la comparaison, on a réussi à attirer Showroom Privé. Showroom Privé qui a fait tous ces studios de production à Roubaix dans une ancienne usine. Et je pense que l'un des marqueurs, ça a été justement d'être à l'écoute, de leur épargner les contraintes de ce que vous avez appelé et qu'on vit tous le millefeuille administratif, en leur disant nous on va vous donner une porte d'entrée unique qui s'appelle la mairie. J'ai dit à Thierry Petit qui était notre interlocuteur, voilà mon numéro de portable, et quand quand tu as un problème, t'hésites pas. Et je pense que cette approche humaine, cette compréhension des enjeux, cette nécessité aussi de simplifier l'arrivée sur le territoire d'un acteur qui était déjà attiré par la richesse de l'écosystème de la distribution et du retail, ça fait partie des marqueurs, et c'est un moyen d'attirer de nouveaux acteurs. Je prends un autre exemple, et ça vous montrera bien le lien qu'on a avec Tourcoing. On a réussi quelques mois ou quelques années après, 3 ans après, à attirer Vestiaire Collective. Et Thierry Petit, il a joué un rôle de prescripteur en disant quand
quand j'étais aussi en position de me poser la question, j'ai été parfaitement accueilli. Et je pense que le témoignage d'un acteur, ça vaut plus que les déclarations de principe d'un maire ou les déclarations de bonnes intentions. Pour le coup, et même chose avec l'équipe de direction de la Redoute qui connaissait les dirigeants de Vestiaire Collective et qui a dit vous pouvez vous installer, vous serez bien accueillis. Et pour le coup, ce rôle de j'allais quasiment dire de cooptation, cette manière d'avoir suscité de la confiance avec les acteurs, c'est le meilleur atout pour l'avenir. Parce que pour le coup, vous savez, je vais prendre une comparaison. On a lancé un festival de street art au départ avec un tout petit budget. Et puis, on a eu la chance d'avoir, dès la première année, une star mondiale qui s'appelle John Wan, qui est l'un des plus grands et des plus entreprenants street artistes. Quand lui dit il y a la même énergie qu'à New York, on écoute. Si c'est moi qui dis ça, c'est ridicule. Et ben, pour les acteurs économiques, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, leur parole vaut plus que nos déclarations et leur capacité en échange avec même entre concurrents ou acteurs qui se côtoient sur un même marché, leur capacité à dire venez à Roubaix, vous serez bien installés, bien accueillis et on s'adaptera et on sera capable d'être à l'écoute. C'est la meilleure manière d'être compétitif dans la logique intercommunale. Et la particularité de Vestiaire Collective, c'est d'être installé dans le quartier qui est pour nous un symbole, qui est l'Union, et qui est un écoquartier entre Roubaix et Tourcoing. Ce qui montre bien que les limites géographiques entre nos deux villes sont pour le coup très, très théoriques et qu'on partage une ambition commune et une volonté de développer la métropole. Voilà sur quelques exemples. Vous avez vu, j'ai essayé de les illustrer et d'être dans le concret parce que je pense que tout le monde vous dira que on veut être attractif, attirer les acteurs économiques. Je pense que le discours de la méthode et quelques exemples valent mieux que de grandes déclarations de principe. Après, la particularité, c'est de devoir comprendre les problématiques. Je parlais de problématiques de survie pendant quelques années autour de la Redoute. C'est pour ça qu'il y a eu un projet qui a été important, qui a été la reprise de leur immobilier. Et ça nous a permis de créer ce qu'on appelait avant un cluster, mais maintenant on va changer de nom, un incubateur et un accélérateur de croissance pour les startups. On l'a fait très logiquement autour du commerce connecté. Quand j'ai lancé le projet, je parlais de e-commerce, mais maintenant on est plutôt dans une logique omnicanale. Donc, pour le coup, ça fait partie aussi des marqueurs. Ça a été particulièrement bien développé à l'époque avec la métropole, où en 18 mois, on a réussi, notamment parce qu'on avait un acteur lillois qui s'appelle Euratechnologie. Je suis allé chercher pour travailler ensemble. On a réussi à gagner beaucoup de temps. Et ça fait partie des éléments de notre méthode, d'être capable d'aller chercher les bons opérateurs. C'est vrai pour le développement économique. C'est vrai aussi, je parlais tout à l'heure d'insertion par le sport. On est allé chercher, et c'était leur première implantation dans les Hauts-de-France, les gens de sport dans la ville qui font des choses remarquables autour de city-stades qui permettent l'insertion et la découverte du monde de l'entreprise par les jeunes. Même chose avec l'agence de promotion et d'éducation par le sport qui développe un modèle d'insertion par le sport tout à fait dynamique. À chaque fois qu'on développe des logiques nouvelles, la question c'est qui pourra être l'acteur, l'opérateur le mieux à même de nous aider, de nous faire gagner du temps. Et pour moi, ça s'oppose à une volonté de tout maîtriser et tout faire soi-même, qui, dans une ville où il y a autant d'enjeux, montrerait assez vite ses limites. Alors, c'est pas toujours possible. Hein. Quand vous êtes la première ville à vous lancer en France dans le zéro déchet, vous pouvez regarder ce qui est fait à l'international, mais vous n'avez pas d'opérateur quand vous voulez développer un pôle d'économie circulaire. Donc, il faut, là, pour le coup, faire le boulot
un peu en interne, de manière un peu différente. Mais voilà pour quelques exemples très, très concrets. Connexion numérique, enjeux culturels et éducatifs. Évidemment, un axe majeur dans une ville jeune. Et la particularité de ce qu'on a fait, c'est de développer beaucoup de nouvelles formations, des formations courtes. On doit avoir quasiment une dizaine d'acteurs autour de ce qu'on a appelé la grande école du numérique, avec ces formations en 3 ou 6 mois qui permettent de transformer des jeunes ou des professionnels en reconversion en spécialistes du digital. Je crois beaucoup à ce nouveau modèle-là, et pas seulement dans le digital. J'étais pas plus tard qu'hier dans un CFA sur le BTP, et il nous disait aussi développer ces formations courtes. C'est aussi un moyen de répondre aux besoins de l'entreprise, parce que vous voyez bien que l'un des enjeux majeurs dans les semaines et dans les mois à venir, c'est de trouver les bras pour la relance. Parce que vous comme moi, on sait qu'on passe notre temps à voir des chefs d'entreprise qui cherchent les talents. C'est vrai dans les secteurs émergents, c'est vrai dans les secteurs traditionnels, c'est vrai dans l'artisanat, c'est vrai dans le bâtiment. Donc pour ça, c'est important d'avoir une capacité à former dans des circuits courts un certain nombre de professionnels et faire évoluer les pratiques, parce que la super idée de formation où vous dites aux chefs d'entreprise, on pourrait faire le test avec Pascal Boulanger ou le patron d'Airweb, j'ai une super idée, mais la première promo, elle sort dans 3 ou 5 ans. Bon, ils vont me dire, c'est bien gentil, mais revenez me voir dans 3 ans et demi ou 4 ans et demi quand vous sortez les premiers. Mais donc, nécessité aussi d'avoir de nouveaux modèles de formation et de travailler aussi c'est pas moi, c'est pas chez moi. Non, c'est pas chez vous, c'est chez moi. Oui, je disais de nouveaux modèles de formation, et aussi un vrai travail sur la fracture numérique, une capacité à rendre les services publics accessibles. Souvent, nous, on est le dernier maillon de proximité. La ville est organisée avec 5 mairies de quartier, et j'ai l'habitude de dire que c'est le dernier endroit où il y a de la lumière. Donc, pour le coup, c'est aussi un des enjeux majeurs qui est l'enjeu de la proximité pour une ville comme la nôtre. Alors, vous avez parlé, ce qui est important, l'accès aux services publics. Vous avez réussi comment à faire en sorte que le service, enfin plutôt, ces fonctionnalités soient vraiment au service du public? Ouh là là, j'ai parlé d'humilité tout à l'heure. Ça fait partie des domaines dans lesquels c'est un combat permanent de faire en sorte d'avoir une administration qui est capable de penser et d'être centrée sur les besoins de ses administrés, qu'ils soient des entreprises. On a beaucoup parlé des entreprises et du développement économique, ou simplement d'être capable de se mettre à la place des gens, à la place des citoyens. Et ça, c'est important, parce qu'on a une tendance de l'administration française locale à en rajouter dans la complexité. Je vous prends un exemple simple. On lance un chèque activité pour développer les inscriptions dans les associations culturelles et sportives. La particularité de ce qu'on fait, c'est que pour une fois, on ne met aucun critère d'accès. On se dit qu'il ne faut pas créer des barrières, que tous les enfants ont le droit à ça. Et je me retrouve à un moment avec des réflexes des gens qui accueillent de demander le quotient familial ou autre réjouissance. Ça vous prouve bien que même avec des bonnes intentions et la volonté de simplifier, il y a de temps en temps des réflexes administratifs qui sont pour le coup à l'encontre des volontés politiques. Donc c'est un combat quotidien pour faire en sorte de faire comprendre que l'heure est à la coproduction, que l'heure est à la capacité d'écoute, et que un fonctionnaire qui passera d'une posture de je suis derrière le guichet pour rappeler des règles à j'accueille quelqu'un, qui n'est pas un numéro, qui n'est pas un dossier, pour essayer de l'aider
c'est tout le changement. C'est plus facile à dire qu'à faire et pour le coup, on se contente d'essayer d'avoir des petites victoires, d'essayer de concrétiser les choses et de prendre des bons exemples aussi de fonctionnaires territoriaux qui ont capacité à prendre des initiatives nouvelles. On parlait d'éducation, on a monté des choses très très simples comme la journée de la petite enfance. La journée de la petite enfance, c'est par exemple une trentaine d'acteurs autour du monde de la petite enfance qui se réunissent dans le vélodrome couvert proche du vélodrome historique du Paris-Roubaix. C'est une idée super simple, mais ça vous permet d'accueillir les familles et de leur proposer tous les services publics et privés autour de la petite enfance. Je pense que c'est à travers des initiatives simples comme ça, de bon sens, qu'on peut retrouver de la proximité et de l'efficacité. Pour le coup, ça suppose aussi, on parlait de contraintes et capacité à surfer sur les différents niveaux administratifs. Ça suppose aussi que on n'ait pas trop de contraintes qui nous tombent du ciel ou de l'État, c'est comme on veut. Et ça, pour le coup, c'est pas gagné d'avance. Encore un exemple, j'ai eu la chance de faire partie du panel des maires interrogés et en échange avec le président de la République pendant la crise. Je lui pose la question du protocole de reprise des cours dans l'éducation nationale. Je lui demande quand et comment. Il me dit dans quelques jours et ce sera court, ce sera quelques pages. On finit 3 semaines plus tard avec un protocole qui fait 60 pages. 63 pages exactement. Vous voyez, ça, je pense que c'est une partie du mal français. Et pour le coup, ça, on subit, ça met de la tension partout. Et c'est exactement, je pense que le président de la République était de bonne foi quand il m'a répondu. Mais vous voyez bien que si derrière, on ne suit pas de près ce genre de dossier, on a une dérive avec des choses qui nous permettent d'inventer des choses qui ne sont pas très opérationnelles, par exemple les commerces non essentiels. Donc aller chez le coiffeur, ce n'est pas essentiel. Je pourrais multiplier les exemples comme ça, mais je pense qu'il faudra notamment tirer les leçons de la crise Covid, qui a été à la fois un accélérateur, je le disais tout à l'heure, pour la relocalisation, mais sans doute un révélateur. Et je pense que l'élection présidentielle, elle doit servir à ça, mais on s'éloigne un peu du sujet du tour des villes. Exactement. Alors, on va revenir au tour des villes, mais on a perçu qu'effectivement, entre le président de la République et vous n'aviez pas la même perception de la minceur administrative. Troisième question. Alors, troisième question. On rentre dans le cœur du cœur. Comment relever le défi de l'harmonie locale, de l'emploi, du logement social et bien sûr de la sécurité? Comment trouver un juste équilibre en matière d'aménagement, et vous parlerez des logements sociaux, et comment créer finalement, ce qui est un grand challenge pour vous, une ville dans une ville multiple? Alors, première question, le défi de l'harmonie locale, de l'emploi, du logement social et de la sécurité. Pour moi, il est illustré par notre grand projet de rénovation urbaine. Je vais vous montrer quelques éléments de présentation très, très rapides qui vont vous montrer l'ampleur de la tâche. Mais pour moi, ça résume bien à la fois la dimension emploi, parce qu'il est important que ces projets de rénovation urbaine génèrent de l'emploi local. Et ce n'est pas toujours gagné d'avance. Et c'est pour ça que pour le coup, je souhaite qu'on soit dans une rénovation urbaine en mode circulaire, c'est-à-dire en utilisant un maximum le réemploi et ces boucles d'économie circulaire que je décrivais tout à l'heure, parce qu'elles sont créatrices de plus d'emplois et d'emplois locaux. Vous avez loué tout à l'heure le savoir-faire de mon directeur de cabinet. Si il peut prendre la main ou vous donner le document, je ne sais pas comment on peut faire pour projeter quelques cartes, juste pour illustrer l'ampleur de la tâche et voir géographiquement comment ça se passe dans la ville. Parce que pour le coup, nous, le choix voilà, Henri-François Cotolier est désormais l'animateur, donc on se rapproche du bonheur total.
Et on va vous présenter en quelques slides ces éléments de rénovation urbaine, parce qu'ils sont pour nous vraiment un élément majeur pour réussir le retournement de la ville. On avait déjà eu une rénovation urbaine saison 1, mais c'était limité à un seul quartier. Et on voit bien que dans une ville comme Roubaix, si vous voulez changer la donne, vous avez besoin de projets structurants à l'échelle de plusieurs quartiers pour dessiner l'avenir, comme le dit joliment cette présentation. Un petit ordre d'idée en termes d'investissement public, c'est un effort pour le coup assez inédit, une capacité d'investir plus de 600 millions d'euros, dont 370 millions pour le nouveau programme de rénovation urbaine. J'essaie d'éviter le NPNRU qui fait peur à tout le monde et qui ne parle qu'aux spécialistes, mais c'est bien de ça dont il s'agit. Projet structurant aussi à l'échelle des quartiers. On a évoqué Pleine Image tout à l'heure sur le pôle des industries créatives, Blanche-Maille sur le retail. Je vous ai parlé du lieu totem sur le textile et la mode. On est en train de faire émerger un lieu aussi sur l'économie circulaire. Donc, l'idée pour réussir à développer et à dynamiser notre ville, c'est d'avoir, vous l'avez compris, plusieurs pôles et que chaque quartier est un pôle, un moteur économique. Et ça, c'est aussi une leçon de la rénovation urbaine saison 1, où on a un peu oublié le développement économique. Et quand on fait que de l'emploi, que de l'habitation et qu'on oublie le développement économique, et ben, le risque, c'est que les mêmes causes produisent les mêmes effets et que vos quartiers ne puissent pas s'en sortir. Voilà les périmètres de l'ANRU. Vous voyez qu'on n'attaque pas, comme c'est souvent le cas, un quartier, mais 4. Autre pôle de développement économique que je veux assumer. On a parlé tout à l'heure du cyclisme et de Paris-Roubaix. On a un parc des sports qui fait une 30aine d'hectares et qui est pour le coup un lieu où j'assume le fait non seulement de continuer à développer les pratiques sportives, mais aussi d'en faire un élément de développement économique en étant capable d'accueillir un hôtel, un restaurant et un musée et de créer quelques dizaines d'emplois. Retour rapide, vous voyez un peu les enjeux dans les quartiers ouest, le quartier de l'Épeule, qui a la particularité d'être aujourd'hui très dense. Donc vous voyez que l'une de nos actions parlera peut-être de développement durable tout à l'heure. L'une de nos actions, c'est de sensiblement verdir et d'aérer ce quartier. Vous avez le couvent des Clarisses, qui est le lieu où on développe l'expérimentation maison de l'économie circulaire et du zéro déchet avec de la rénovation frugale de bâtiments. C'est une occupation provisoire qui est déjà très, très intéressante alors qu'elle a moins de 2 ans. On est là aussi sur un modèle nouveau et très regardé sur une capacité à rénover un bâtiment historique. Et vous voyez que rien que dans ce quartier-là, il y a le couvent des Clarisses, le lieu totem de l'économie circulaire. On a à côté du Colisée l'usine Roussel dont je vous parlais sur le textile, et c'est bien tout notre pari à chaque échelle de quartier de remettre des moteurs économiques. Et ça fait partie de notre méthode, pour le coup en travaillant sur l'emploi local, puisque quand je vous parlais des 130 d'emplois qui restent après le boom des masques et la montée en puissance jusqu'à 200 personnes, c'est essentiellement de l'emploi local et des recrutements en proximité. Je crois beaucoup aussi à ces logiques de lieux totems qui sont importants pour le développement des écosystèmes. Celui-là est en train de se développer à vitesse grand V, puisque c'est un lieu qui était pour le coup pendant quelques années en croissance très très lente, pour ne pas dire en stagnation, qui est en train d'être rempli à vitesse grand V, puisqu'on a eu le bonheur d'accueillir l'inauguration et dans 2 jours le nouveau projet de fil d'art, ce qui était important
pour nous symboliquement, un lien avec la Fashion Tech et l'innovation, avec Fashion Green Hub, qui est un atelier qui fait lien avec tous les acteurs du retail et qui montre sa capacité à intégrer des innovations technologiques, notamment la production sur mesure et à la demande. Et dans ce lieu, une école de production qui est un projet émergent aussi. Et aussi, on parlait des échanges avec nos voisins lillois, la capacité qu'on a d'accueillir, ils sont en train de s'installer, les maisons de mode qu'on partageait avec Lille et que Martine Aubry a décidé d'arrêter à Lille. Et pour le coup, nous, on s'est emparé de cette opportunité pour rassembler ces jeunes créateurs dans un lieu qui va être tout à fait unique et avec beaucoup de synergie et une vraie logique d'écosystème. Voilà, là, vous voyez le couvent des Clarisses, le lieu démonstrateur de l'économie circulaire. Et pour le coup, j'ai voulu mettre des images et des cartes dans mon propos pour que vous voyez bien le travail à l'échelle d'une ville, avec une association, je vous le disais, qui a pris possession des lieux il y a moins de 2 ans dans ce couvent des Clarisses et qui mixe le savoir-faire des architectes et aussi l'occupation provisoire, puisque notre dynamique d'architecte a été rejoint et s'est associé au Yes We Camp, qui sont les gens qui ont créé les grands voisins et qui ont inventé un peu le métier de l'occupation provisoire et qui ont permis de gagner beaucoup de temps en apportant un vrai savoir-faire. Ça fait aussi partie de notre méthode. Autre élément pour évoquer rapidement notre vision du développement durable, un vrai travail et un vrai grand projet, puisque l'idée c'est de faire un parc promenade autour du canal, le canal qui a été pendant quelques décennies un peu abandonné en perdant sa vocation industrielle et qui est en train d'être un lieu de reconquête. Et là, vous voyez à travers les différents points cette logique de parc promenade qu'on veut mettre en place. Et là, la particularité, c'est un élément de méthode aussi. Vous avez compris, je l'ai dit à plusieurs reprises, que tout ce qu'on pouvait faire tout de suite, on ne le remettait pas à demain. Et pour le coup, on aura dès cet été l'installation de guinguettes, l'installation d'animation autour du canal, pour bien montrer que même avec la crise, et peut-être encore plus davantage en fonction des envies et des besoins de la population, on continuait à avancer sur les projets structurants et qu'on ne se cachait pas derrière la crise Covid pour ne pas faire les choses. Voilà 2-3 exemples de dynamique et quelques projets structurants, puisqu'on a un autre couvent qui est aussi lui repris pour recréer des dynamiques locales. Donc vous voyez une capacité à s'appuyer sur le patrimoine pour ce que on en parlait en introduction, pour créer de nouveaux projets, de nouvelles dynamiques. Alors, question Guillaume, la sécurité. La sécurité, c'est une condition sine qua non. C'est une condition sine qua non parce que vous pouvez avoir tous les grands projets de rénovation urbaine. Là, vous avez un zoom sur le tramway qui va retrouver une place en centre-ville dans quelques années. Si vous ne réglez pas le problème de la sécurité, il est évident que les dizaines de millions d'euros, voire les centaines de millions d'euros investis ne seront vraiment pas utiles pour changer la donne. Donc moi, j'ai décidé très clairement d'assumer, depuis que je suis arrivé, une politique à plusieurs niveaux, mais une politique qui consistait d'abord à remotiver notre police municipale. On ne peut pas tout faire avec une police municipale, mais on peut faire pas mal de choses. Alors, j'ai pas eu, vous avez compris, j'ai pas eu l'habitude de dire du mal des gens qui travaillaient avant moi, parce qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais pour le coup, dans la police municipale, c'était assez catastrophique, puisqu'on leur avait dit pendant plusieurs années de ne pas faire de vagues. Et donc, quand vous êtes une police municipale, et une police en général, dire à des gens de ne pas faire de vagues, bah, ça veut dire de ne pas bosser, quoi, grosso modo, puisque tout peut faire vague. C'est rare que quand
quand vous luttez contre la délinquance, vous soyez accueillis par des applaudissements, un tapis rouge. Et pour le coup, donc j'ai assumé une remobilisation et une remotivation de la police municipale, des investissements massifs dans la vidéosurveillance. Pour vous donner quelques chiffres, il y avait 50 caméras qui marchaient de manière très, très aléatoire quand je suis arrivé. Il y en a maintenant, il y en avait à l'issue du premier mandat 150. On est maintenant à 200 et l'idée, c'est de passer à 450 pour avoir un maillage total du territoire avec une capacité, alors évidemment, à ne pas résoudre tous les problèmes grâce à la vidéo, mais de s'emparer de plus en plus de problématiques et de progresser vraiment de manière assez spectaculaire, à la fois en intégrant les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle qui permet de changer d'échelle, mais aussi en se servant le plus souvent possible de la vidéo pour piloter les interventions policières. Donc vous l'avez vu, la sécurité, c'est vraiment au cœur du projet et je n'ai pas attendu les faits divers tragiques des derniers jours ou dernières semaines. Je pense depuis que je suis arrivé que c'est un enjeu majeur et que pour le coup, dans ce domaine-là comme dans d'autres, vous avez compris qu'on n'attendait pas l'État et qu'on avait décidé d'initier les dynamiques aussi en matière de sécurité sans attendre. Voilà ce que je peux dire. Ça m'a rendu d'autant plus audible quand le président de la République est venu faire un discours sur la politique de la ville. J'ai eu l'occasion de lui passer un ou deux messages, pas plus. Vous savez comment ça se passe. Si vous en passez 10, vous en passez 0. Et donc, moi, je lui avais dit notamment, Monsieur le Président de la République, c'était il y a un peu plus de 3 ans, est-ce que vous ne trouvez pas paradoxal qu'alors qu'on est depuis 5 ans en zone de sécurité prioritaire, on perd des effectifs? J'ai eu la chance qu'il reprenne cet élément-là dans son discours, ce qui m'a permis après de faire du lobbying à tous les niveaux possibles et imaginables pour retrouver des forces de police, parce que certes, ce n'est pas qu'une question d'effectifs, mais à un moment, s'il y a une notion de zone de sécurité prioritaire, c'est quand même pas très logique de perdre des effectifs. Voilà ce qui est notre combat au quotidien. Ça fait partie des grands dossiers que je gère, et c'est indispensable, notamment pour les dynamiques de centre-ville. Là, vous avez 2 projets emblématiques du centre-ville. Ça faisait partie de votre question précédente. Le cœur de ville est important puisque on avait une grande place qui, avant 2014, n'accueillait plus de grands événements, et on s'est donné pour objectif qu'il se passe quelque chose de différent tous les 15 jours. Ce qui demande déjà un rythme de mobilisation important. Alors, vous avez un exemple de jardin éphémère qui a été mis en place pendant quelques semaines. La particularité, c'est que quand vous faites un jardin éphémère et que ça marche très bien, et ben, tout le monde vous dit « mais pourquoi vous allez arrêter ?» Parce qu'on avait prévu qu'il soit éphémère, mais ça nous donne bien, pour le coup, le besoin de verdir la ville et d'y mettre beaucoup plus de verre et moins de minéral, ce qui était une manière de construire la ville. Et vous avez une autre image qui fait partie de nos grands projets, c'est une projection, un vidéo mapping sur l'hôtel de ville, qui est un élément d'attractivité qu'on veut recréer en créant. Alors ça, c'était la première étape de faire ça pendant quelques semaines. Et l'idée, c'est de développer dans le prochain mandat et dès cette année plusieurs points dans le centre-ville de projection permanente autour de la lumière. Et là, l'objectif, c'est évidemment de remplir les restos, les terrasses de café et les hôtels pour être le plus concret possible. Ça fait partie des dynamiques de centre-ville. Vous voyez que l'espace et la Grand Place qu'on voyait est à 2 pas du musée de la piscine et de ses 300 000 visiteurs, et qu'on a à l'autre bout de la flèche MacArthur Glen avec ses 2 millions de visiteurs dans les magasins d'usine. Donc on a un vrai enjeu là-dessus de faire en sorte que ces flux existants puissent bénéficier au centre-ville et qu'on ne soit pas dans une logique qui est une logique de centre commercial. MacArthur Glen, fondamentalement, plus les gens restent dans le centre, plus ils dépensent. Donc nous, on a une logique
d'essayer de leur donner des opportunités non seulement de faire leurs emplettes chez MacArthur Glen, mais aussi d'avoir envie de rester quelques heures de plus pour passer du temps à découvrir la ville. Même chose sur le musée, avec des enjeux qui sont de faire découvrir le reste de la ville aux gens qui sont venus au musée de la piscine. Alors, dans le prolongement de tout ceci, Guillaume, quelle est votre politique de locomotion urbaine et périurbaine? Comment vous reliez Lille, vous reliez Tourcoing et on se déplace à l'intérieur de Roubaix? On a la chance d'avoir une structure de transport en commun qui est très bonne, puisqu'on est relié à Lille et à Tourcoing à la fois en métro et en tramway. Le tramway qui est historique et qui a plus 100 ans. Donc, de ce côté-là, les bases sont saines. On a juste un travail complémentaire à faire qui n'est pas le plus facile avec la SNCF pour développer les navettes entre Lille et Roubaix en gare, puisqu'on peut faire ça en 8 minutes et que c'est pas suffisamment su. Ça veut dire que vous pouvez prendre le TGV plusieurs fois par heure pour arriver de Paris et que 10 minutes plus tard, quand vous êtes arrivé à Lille, vous pouvez être à Roubaix. Donc, c'est un atout assez important. Et ça fait des parties, on parlait de capacité à bouger des grosses machines administratives. La SNCF, pour le coup, fait partie de ces acteurs qui ne sont pas faciles à bouger. Donc, on a pas mal d'enjeux. Pour le reste, côté métropole, je vous disais que le réseau est plutôt bon. On a un vrai enjeu qui est complémentaire de ce que vous avez vu tout à l'heure sur la rénovation urbaine, qui est de relier les quartiers avec cette nouvelle ligne de tram qui ira de Neuville à côté de Tourcoing à M, pour faire un clin d'œil à notre interlocuteur qui est dans la ville voisine, et donc de plus d'une dizaine de kilomètres et qui relie pas mal de quartiers en rénovation urbaine. Ça fait partie des grands enjeux. Et pour le coup, ça fait partie des enjeux qu'on doit continuer à essayer de mettre en priorité haute côté métropole. Pour faire ça en plutôt en 6-7 ans qu'en 35 ans. Travail remarquable, Guillaume. Alors, le temps passe, le temps file. Alors, on va passer à la synthèse, celle de Rémi Cambeau, et après ça, vous aurez le mot de la fin. Alors, Rémi. Oui, merci Loïc. Alors, monsieur le maire, rebonjour. D'abord, moi j'ai été marqué par une chose, mais c'est du symbolique et je pense que ça ne synthétise pas l'ensemble du propos, je vais y venir. Mais quand même, je vais revenir à une chose. Le Centre Pompidou, en 1984, avait monté une exposition qui s'appelait Textile du Nord et qui était sous-titrée Culture et Industrie. J'étais dans l'équipe de Jean-Paul Pijat pour monter cette expo à l'époque. Et on décrivait une réalité déclinante et qui disparaissait, quoi. Quelque part quand même, 35 ans après, symboliquement, le retour de fil d'armes et pas seulement la reprise de Camaïeu, etc., c'est quand même, ça veut dire quelque chose et ça dit aussi quelque chose de votre méthode parce que si vous êtes ce jeune entrepreneur venu de l'Internet qui parie sur l'innovation et sur l'expérimentation, et on le voit dans vos projets, et j'en reparlerai parce que c'est quand même central dans votre propos, vous avez aussi cette inscription dans l'ADN de votre ville et du territoire, sur lequel vous vous appuyez, bien entendu, parce que ça fait partie des atouts à développer. Alors, en commençant, Loïc, tout à l'heure, vous qualifiez d'entrepreneur urbain, c'est juste une évidence. Le mot « entreprendre » revient régulièrement dans votre présentation avec un mot clé, me semble-t-il, qui est le mot dynamique, que vous employez au singulier ou au pluriel. Vous portez une dynamique, mais qui s'appuie sur des dynamiques existantes ou générées. Et le premier point d'appui, le premier levier, c'est l'économie, bien entendu. Et on le comprend pour avoir connu le Roubaix. J'ai parlé il y a 35 ans, mais des décennies qui viennent de s'écouler, où quand même un des problèmes numéro un, c'était cette perte d'emploi,
dont vous avez réussi, en tout cas dans le premier mandat, à inverser la tendance. Le plein image est formidablement démonstratif de ce point de vue-là. Vous avez cité 1800 personnes qui s'y trouvent tous les jours, des salariés ou des occupants, des usagers. Il y a 120 millions de chiffres d'affaires qui s'y génèrent. Enfin, il y a eu un basculement, il y a eu un renversement, et vous nous annoncez pour le mandat à venir une montée en puissance, mais qui s'appuie d'abord sur l'économie. Alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que, comment dire, je ne le dis pas pour faire des mots, mais c'est parce que quand on compare avec d'autres villes, pour vous, l'économie est véritablement le moteur de la transformation de la ville. Vous avez parlé d'installer des moteurs économiques dans l'ensemble de la ville, dans tous les quartiers, pour générer des dynamiques. Vous parlez de lieux totems, de développer des écosystèmes. Et ce sont des écosystèmes où votre approche de l'économie est indissociable de la formation. Économie-formation. Alors peut-être c'est un peu votre casquette d'élu à la région qui se réveille, parce que c'est une des compétences évidemment de la région. Mais ici, c'est le levier, c'est le moteur que cette économie. Et en allant chercher des gens qu'on réinsère dans le circuit, en allant vers eux. Et j'en reparlerai à propos de la méthode et ce qui m'a frappé. Alors, cette méthode, je l'entends comme une méthode ouverte. Alors, elle est ouverte d'abord en termes économiques à tout ce qu'il peut y avoir d'innovation et d'expérimentation. C'est la marque forte de votre projet partenarial d'aménagement, dont le protocole a été signé en mai. Vous avez parlé de zéro déchet, vous avez parlé d'économie circulaire, de sobriété. On est dans le recyclage, et je l'ai dit pour commencer, y compris au niveau symbolique de l'héritage et de l'existant, mais c'est aussi de façon très concrète un laboratoire qui se met en place, et vous semblez conscient du fait que ça n'est possible qu'en faisant des acteurs, et d'abord des acteurs de l'économie, des partenaires. J'ai dit PPA, projet partenarial d'aménagement, c'est un PPA qui met autour de la table beaucoup d'institutions publiques et des collectivités, mais vous ne développeriez pas votre projet, à vous entendre, sans cette attitude ouverte avec tous les acteurs de l'économie, que ce soit la plus petite des startups incubées localement, à la grande entreprise, à Michel Ohaillon qui vient de Bordeaux pour reprendre Camaïeu. Alors, vous avez un mot, vous dites on ne peut pas tout faire tout seul, on ne peut pas faire tout seul, on ne peut pas tout faire tout seul. Et de ce fait, vous voulez, pour chacune des briques de votre construction, trouver les bons opérateurs, comme vous l'avez dit, et trouver les bons systèmes. Écosystèmes, vous l'avez dit, des moteurs locaux pour développer des écosystèmes, trouver les bons systèmes. Là encore, c'est une concrétisation de ce mot-clé qui revient dans votre discours, qui est la dynamique ou les dynamiques à mettre en œuvre. Et alors, je terminerai par là. J'ai parlé de méthode ouverte. Bon, elle est ouverte avec votre voisin de Tourcoing. Elle est quand même un peu ouverte aussi avec la métropole de Lille et parfois avec l'État. Le PPA sera signé par l'État. Mais et c'est cette ouverture aux habitants que vous avez signalée. Alors, je l'ai évoqué en parlant de votre politique d'insertion par le sport, par la formation, par les formations courtes. Mais c'est aussi cette mise à l'écoute vers laquelle vous orientez des fonctionnaires municipaux qui, partout en France, ne sont pas habitués forcément à ça, à être vraiment au service du public, servir le public. C'est, je crois, le slogan de la Fédération des EPL. Voilà. Tout ça pour dire qu'au bout du compte, on a vraiment l'impression que vous avez enclenché, vous procédez à une vraie remise en route de Roubaix. Voilà. Merci Rémi de cette très très belle synthèse, toujours aussi claire, ponctuée d'exemples
après. Mais c'est à l'image de l'échange qu'on a eu avec vous, Guillaume Delbar, et nous laissons le mot de la fin en vous redisant tout le plaisir de cet échange que nous avons eu avec vous. C'est un moment de plaisir partagé, parce que c'est important aussi pour nous qui sommes au quotidien dans l'urgence d'avoir des moments pour se poser, pour analyser les choses, pour échanger. Moi, je souhaite pouvoir continuer à échanger. On a parlé tout à l'heure de travail universitaire autour de la chaire ville intelligente. Je pense qu'il y a pas mal de synergies à trouver. Vous l'avez bien compris, et merci à Rémi Cambaud d'avoir fait une synthèse tout à fait remarquable dans un propos que j'avais peur d'être un peu pléthorique, mais c'est la réalité de la ville. Il se passe beaucoup de choses. J'aurais pu faire un quart d'heure de plus sur le zéro déchet, où j'ai pratiquement rien dit, où on a un modèle d'écologie positive et souriante. J'avais dit ça à Édouard Philippe quand il était venu faire sa rentrée de Premier ministre. Il avait, dans les 30 secondes, capté et repris l'expression. Vous l'avez bien compris aussi, l'esprit d'ouverture. Moi, j'ai l'habitude de dire, et on l'a fait pour le zéro déchet, qu'on met nos méthodes en open source et on les met à disposition d'autres villes, notamment de la métropole, mais pas que. Et ça, c'est important. Et oui, j'ai l'obsession des dynamiques, parce que je pense que pour le coup, c'est comme ça qu'on peut changer une ville, il m'est jamais aussi agréable de voir que j'ai de plus en plus de mal à me mettre au courant et à me tenir au courant de toutes les initiatives qui existent dans cette ville. Et je pense que c'est l'un des indicateurs de réussite quand il se passe des choses que le système génère et qui sont issus de choix politiques qui ont marqué les années précédentes. Et on a parlé de zéro déchet, d'économie circulaire, mais aussi, vous avez eu raison de le dire, faut tenir compte de l'ADN d'une ville. Parce que tous ceux qui ont essayé de greffer artificiellement des dynamiques, et Dieu sait s'il y a des exemples de gens qui se sont rêvés un destin dans tel ou tel domaine, souvent ça prend pas. Et pour le coup, je dois le dire, ça fait aussi partie, et le textile illustre bien de mes priorités, que de tenir compte des forces du patrimoine et de l'ADN de cette ville. Donc merci pour ce moment d'échange. Je suis à disposition sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie, des gens qui ont eu le plaisir de m'écouter. Merci à Godefroy d'avoir tissé des liens. Parce que pour le coup, c'est une première pour moi, mais j'ai très envie de continuer de participer à cette dynamique d'échange avec les autres villes. Passer de Cannes à Roubaix, ce n'était pas forcément la liaison la plus logique possible, encore que parmi les projets que je n'ai pas évoqués, il y a l'idée de faire du Paris-Roubaix notre festival de Cannes, et de plus simplement avoir une dynamique d'un week-end, mais d'une semaine, avec une cérémonie d'ouverture et une cérémonie de clôture. Donc comme quoi, des fois, les liens ne sont pas toujours où on croit. Et merci de m'avoir écouté. C'était intéressant d'être confronté à vous, et à très bientôt pour la suite dans le monde réel, quand on pourra à la fois continuer à faire des zooms pour être plus efficace, mais reprendre le chemin des rencontres directes et conviviales qui nous manquent tant. Merci à vous. Merci Guillaume Delbar, merci bien sûr à Henri-François Olivier, super directeur de cabinet, super initiateur, bien sûr. Merci Godefroy qui a été l'intermédiaire indispensable, ambassadeur. Merci à Rémi Cambaud pour cette remarquable synthèse, et je n'oublie pas Sophie Le Milliardaire. Merci à vous tous, très bonne journée. Vendredi, voyez-vous, nous changeons de cap, nous serons avec le maire de Toulouse. Merci à vous tous. Merci Loïc. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée.